Parfois, les vérités les mieux construites vacillent face à une question posée trop tard. Et dans le silence d'un salon victorien, il arrive qu'un tic-tac reprenne, comme pour mieux rappeler ce que l'on croyait effacé. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » ? Dites-le-moi en commentaire. Alors, laissez tomber les certitudes et suivez le battement discret d'une vérité que l'on croyait perdue. Il pleuvait sur Londres, avec cette constance tranquille qui faisait frissonner les pavés et engloutissait les passants dans une grisaille de parapluies noirs. Assis près de la fenêtre du salon de Baker Street, j'observais les filets d'eau couler le long des vitres comme les lignes d'un manuscrit secret que la ville elle-même n'aurait su déchiffrer. Holmes, les jambes croisées, feuilletait un traité allemand sur les poisons d'Asie mineure sans relever les yeux. Le tic-tac du sablier sur la cheminée mesurait un temps immobile. C'est dans ce silence mouillé que 3 coups, nets et espacés, retentirent à la porte. Holmes, sans un mot, tourna légèrement la tête. J'aperçus, à travers la buée de la vitre, la silhouette d'un homme mince, voûté, tenant un chapeau contre sa poitrine. Il hésita un instant, puis releva les yeux vers notre fenêtre, et ce regard-là, à lui seul, contenait plus de trouble que toute la pluie de novembre. L'homme se présenta comme étant le professeur Armand Delacroix, spécialiste en philologie orientale, enseignant à la Sorbonne, mais en poste temporaire, à l'Institut britannique d'études coptes. Sa voix portait l'accent effacé de ceux qui ont voyagé, et son manteau sombre dégageait une odeur de parchemin ancien, mêlée à celle du cuir humide. Dès ses premiers mots, je sentis chez Holmes un léger déplacement de posture, ce qui, chez lui, valait signe d'intérêt. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix posée, je crains d'être victime d'un vol singulièrement intelligent. » Il nous expliqua qu'un manuscrit copte du IVe siècle, récemment acquis lors d'un séjour au Caire, avait disparu de son bureau de Hampstead. Ni serrure forcée, ni carreaux brisés, ni domestique absent. L'appartement était fermé de l'intérieur lorsqu'il rentra. Pourtant, le manuscrit, un codex relié de cuir noir, et contenant, selon ses dires, un évangile non répertorié, avait disparu, et rien d'autre ne manquait. Un manuscrit, rien de plus ? Demanda Holmes en joignant les doigts. Rien de plus, monsieur Holmes. Ni montre, ni argent, ni bijoux. Il y eut un bref silence. Holmes l'observait avec cette fixité tranquille qui met à nu plus de vérité que 1000 questions. Et ce manuscrit, professeur, avait-il de quoi déranger? Delacroix baissa les yeux. C'est ce que je redoute. Holmes, en apparence désinvolte, entreprit de questionner le professeur avec la minutie d'un horloger examinant une pièce unique. L'entretien s'étira dans le calme, ponctué de silence que seule la pluie sur les vitres osait troubler. « Vous avez quitté votre bureau à quelle heure, professeur ?»« Aux environs de 19 heures, mardi soir. »« Et à votre retour ?»« Le lendemain matin, vers 8 heures. Le manuscrit n'était plus dans le coffre. » Le coffre avait-il été forcé? Non, il était fermé, comme je l'avais laissé. Holmes fronça à peine les sourcils, puis reprit. « Qui, hormis vous, connaissait la combinaison? » Personne. Il hésita. En tout cas, à ma connaissance. Je notais ce léger tremblement dans sa voix, imperceptible, mais que Holmes n'aurait pas manqué. Ce genre d'aveu en demi-teinte avait pour lui la saveur du sang sur une lame encore tiède. « Avez-vous montré ce manuscrit à quelqu'un ?» Delacroix marqua une pause. « Oui, 3 personnes, une collègue, Mademoiselle Morel, ma secrétaire, et 2 confrères britanniques, Sir Edwin Holcroft, un archéologue en retraite,
et le révérend Pike. Holmes ne répondit pas tout de suite. Il se leva, fit quelques pas lents dans la pièce. Un seul objet volé, aucune effraction, accès restreint, et une victime érudite. Voilà, mon cher Watson, une affaire qui commence à parler. Alors que Delacroix fouillait sa sacoche, à la recherche d'une carte ou d'un document complémentaire, je remarquai un détail singulier. Autour de son cou, dissimulée sous son foulard, pendait une petite amulette d'argent terni, fendue en deux, comme brisée net par une tension invisible. Je m'apprêtais à l'interroger, mais Holmes me devança d'un simple regard. Il avait vu, lui aussi. Delacroix, en refermant son manteau, s'aperçut de notre observation. « Une relique ancienne, dit-il, d'un monastère près d'Assouan. Elle a été endommagée lors du transport. » Mais sa main, refermée sur l'amulette, laissait entrevoir autre chose, un attachement plus intime qu'il ne voulait l'avouer. Et peut-être, songeai-je, un lien caché avec le manuscrit lui-même. Holmes ne dit mot, mais ses paupières se plissèrent très légèrement. Chez lui, ce mouvement équivalait à une note prise dans un carnet invisible. Peu après le départ du professeur, nous fûmes rejoints par l'inspecteur Lestrade, toujours prompt à traiter les affaires érudites avec un soupçon d'ironie. Un vol de papier poussiéreux, Holmes, voilà qui ne fera pas frémir Scotland Yard. Holmes sourit sans détourner les yeux de la cheminée. Je me garderai bien, Lestrade, de juger la valeur d'un objet à la poussière qu'il transporte. L'inspecteur haussa les épaules, prit quelques notes et conclut. Pas d'effraction, pas de mobile évident, aucun témoin. Il faudra plus que cela pour mobiliser mes hommes. Et il sortit, sans demander son reste. Holmes se retourna alors vers moi, un éclat d'amusement au coin des lèvres. Il faudra donc, mon cher Watson, que nous leur donnions ce « plus », et je soupçonne que ce sera fort instructif. Avant de quitter notre salon, Delacroix se ravisa, comme s'il portait en lui une pensée qu'il n'osait pas encore formuler. Il tourna les talons, et une main sur la poignée, se figea un instant. « Monsieur Holmes, si jamais ce manuscrit venait à refaire surface, je veux dire, si quelqu'un tentait de l'exploiter, vous comprendrez pourquoi il devait disparaître. » Sa voix était grave, presque vibrante. Je crus y percevoir moins de peur que de conviction. Holmes, qui s'était redressé, ne répondit pas immédiatement. « Ce que vous insinuez, professeur, dit-il enfin, c'est qu'il ne s'agirait pas seulement d'un vol, mais d'un effacement. » Delacroix hocha lentement la tête. Il y a, dans ce texte, des fragments que certains pourraient juger incompatibles avec les fondements reçus. « Religieux ?» demandai-je. Il ne répondit pas. Puis, dans un souffle, ajouta « Certains mots ont le pouvoir de faire trembler des siècles. » Et il quitta la pièce. Holmes, demeuré silencieux, alla se rasseoir. Il prit sa pipe, mais ne l'alluma pas. « Watson, nous ne sommes peut-être pas face à un vol, mais à une réécriture de l'histoire. Ce qui, vous en conviendrez, est infiniment plus dangereux. » Le fiacre progressait lentement dans les rues détrempées de Hampstead, et les chevaux semblaient eux-mêmes affectés par la morosité du jour. Le brouillard, d'abord épars, s'épaississait au fil des ruelles, jusqu'à transformer chaque maison en silhouette grise, chaque arbre en spectre immobile. Holmes, emmitouflé dans son long manteau, restait silencieux, les mains croisées sous le menton. Je savais qu'il revisitait mentalement les déclarations du professeur Delacroix, pesant moins les mots que les pauses entre les mots. La maison que nous cherchions se tenait à l'écart, dans une petite impasse bordée d'ifs, une demeure ancienne, presque modeste, mais imprégnée de cette austérité propre aux hommes qui vivent entourés de savoir.
Holmes descendit sans un mot. Il fixa longuement le heurtoir, avant de frapper 3 fois, d'un geste mesuré, une porte, un secret, un seuil invisible. J'eus la sensation que nous pénétrions non un lieu, mais une énigme vivante. La jeune femme qui nous ouvrit n'avait rien de ce que l'on attend des secrétaires d'université ou de cabinets savants. Mademoiselle Lucienne Morel. Ainsi se présenta-t-elle, avec un accent discret du Sud, portait une expression aussi neutre qu'un mur de pierre. Elle nous fit entrer avec une courtoisie irréprochable, mais sans chaleur, comme si toute manifestation de sentiment eût été pour elle une faiblesse inconvenante. Je remarquai qu'elle ne nous regardait jamais tout à fait en face. Ses mains, longues et pâles, semblaient trembler à peine lorsqu'elle nous tendit un plateau de correspondance. Holmes, fidèle à lui-même, répondit par un hochement de tête bref et presque absent. Il l'observait avec cette attention suspendue qui me fascinait depuis toujours. Non pour ce qu'il voyait, mais pour ce qu'il pressentait à travers les gestes. Un détail me troubla. Alors qu'elle parlait, sa main gauche effleurait constamment une chaînette passée sous sa blouse, comme un tic discret. Était-ce un bijou, un souvenir, un serment silencieux? Holmes, je le savais, n'avait pas manqué cette nervosité, et moi, je sentis dès cet instant que cette jeune femme portait en elle plus d'ombre que de mots. Nous fûmes conduits dans un salon d'études boisé, à la fois sobre et chargé, la pièce d'un homme qui lit plus qu'il ne parle. 2 hommes s'y trouvaient déjà. Le premier, Sir Edwin Holcroft, portait les stigmates du désert. Peau cuirassée, paupières tombantes, gestes secs. L'autre, plus jeune, mais au regard fuyant, était le révérend Pike, que Delacroix nous présenta comme un théologien engagé dans l'étude des évangiles apocryphes. Holmes prit rapidement l'ascendant sur l'assemblée. Il posait ses questions non comme un juge, mais comme un arpenteur, cherchant les failles du terrain. « Avez-vous vu ce manuscrit récemment, Sir Edwin ?» Le vieil homme grimaça. « Delacroix m'en a parlé, mais je n'en ai vu que des extraits transcrits. » « Et vous, révérend ?» Pike esquissa un sourire tendu. « Un bref coup d'œil, monsieur Holmes. Je doute toutefois de son authenticité. Les premiers mots sont d'un style douteux, pour ne pas dire hérétique. » Holmes se tut. Il se contenta de les regarder longuement. Je perçus alors ce que lui-même cherchait. Non ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils évitaient de dire. 3 érudits, un texte disparu, et déjà 3 récits divergents. L'enquête ne faisait que commencer, mais l'échiquier, lui, était déjà en place. Le professeur Delacroix, bien qu'hôte des lieux, paraissait en retrait, comme s'il redoutait la friction des regards, autant que celle des idées. La conversation, d'abord feutrée, dériva lentement vers la question du contenu même du manuscrit. « Un texte peut être ancien, » dit Pike, « sans pour autant être authentique. Il peut aussi être authentique tout en dérangeant, » répliqua Delacroix, la voix un peu plus ferme. Je vis alors Holcroft hausser à peine les sourcils, comme un homme qui entend là une intention mal contenue. Holmes, assis à distance, ne bougeait pas. Il paraissait écouter le poids des phrases plus que leur substance. Puis mademoiselle Morel entra pour déposer une lettre oubliée. Je surpris alors son regard croiser celui de Pike. Un éclair furtif, presque imperceptible, mais l'échange n'était pas innocent. Holmes brisa le silence. « Si ce manuscrit est réellement ce que vous prétendez, alors sa disparition n'est pas un simple vol, c'est un acte d'effacement. » Personne ne répondit, mais l'atmosphère du salon s'alourdit, comme si chacun comprenait qu'il n'était plus question d'un objet disparu, mais d'une vérité menacée, ou déjà enterrée. Alors que nous prenions congé,
Holmes s'attarda près de la bibliothèque, feignant d'examiner un ouvrage sur les fresques coptes. Sir Alcroft, qui le suivait, parlait d'une voix lasse, presque désinvolte. « Je ne saurais dire, monsieur Holmes. Les manuscrits, voyez-vous, ont cette faculté de réapparaître ou de n'avoir jamais existé. » Mais à cet instant précis, il prononça une phrase qui me frappa par son exactitude. Ce passage datait du 17 Tobie, si je me souviens bien. Je tournai la tête. Le 17 Tobie, une date du calendrier copte. Seul un lecteur direct du texte aurait pu la citer aussi précisément. Holmes ne répondit pas, ne releva rien. Mais en quittant la pièce, je remarquai l'ombre d'un sourire sur son visage. Il est des erreurs, Watson, qui ne sont pas des fautes, mais des trahisons d'ego. Je compris que Sir Alcroft, en voulant paraître indifférent, venait peut-être de se trahir. Nous retrouvâmes le révérend Pike dans le couloir, occupé à remettre des feuillets dans une serviette de cuir. Il nous adressa un salut sec, mais Holmes l'interpella d'une voix douce. « Dites-moi, révérend, que pensez-vous des textes qui contredisent les fondements de la foi ?» Le regard de Pike se durcit. « Je pense qu'ils sont comme les épines dans une tunique, utiles à celui qui veut crucifier. » La réponse me glaça, non par sa violence, mais par le calme avec lequel elle fut énoncée. Holmes inclina légèrement la tête, puis nous reprîmes notre chemin. Une fois dehors, je ne pus m'empêcher de dire « Il est inquiétant, cet homme. » Holmes hocha la tête. « Justement, il est trop inquiétant pour être coupable. Un homme qui veut détruire la vérité ne la cite pas si exactement. » Nous descendîmes l'allée silencieuse sous un plafond d'arbres dépouillés. Les feuilles mortes crissaient sous nos pas, écho d'une vérité qui craquait elle aussi, quelque part dans l'ombre. Holmes marcha un instant en silence, puis il s'arrêta. Nous avons vu 3 érudits, Watson, 3 esprits fins, mais l'un d'eux a parlé trop, l'autre trop peu, et le troisième, pas du tout. Je le regardai, intrigué. Lequel des 3 vous semble le plus sincère ? Holmes sourit sans me regarder. Celui qui sait se taire lorsqu'il comprend que les mots ne servent plus. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il nous faut encore écouter les silences. Et nous reprîmes notre marche, le vent soulevant à nos pieds les débris d'un automne déjà ancien, et peut-être les fragments d'un mensonge plus vaste. Il arrive parfois que la clarté elle-même devienne une ruse. Ce fut l'idée de Holmes ce soir-là, lorsque nous prîmes congé du professeur Delacroix, laisser la lampe de son bureau allumée, rideaux entr'ouverts, comme si l'on avait oublié de refermer la scène d'un acte inachevé. L'homme qui agit dans l'ombre, Watson, est souvent attiré par la lumière qu'il croit inoffensive, murmura-t-il en remontant le col de son manteau. Nous nous installâmes dans la maison d'un voisin absent, qu'un arrangement discret avait rendu disponible. Holmes, avec sa méthode silencieuse, plaça un télescope d'amateur sur le rebord de la fenêtre du premier étage. Il ajusta l'angle, observa quelques instants le bureau éclairé en contrebas, puis s'assit dans l'obscurité, mains croisées. Je reconnus alors chez lui cette tension contenue qui précède non l'action, mais l'observation, un état où chaque battement du monde semble avoir un sens caché. Ce soir-là, la lumière ne chassait pas les ténèbres, elle les appelait. La nuit s'étira comme un parchemin vide, lentement déroulé par une main invisible. Depuis notre poste d'observation, nous contemplions la rue Fitzroy, entièrement engourdie sous le voile d'un brouillard bas. Les lampadaires, rares et vacillants, jetaient sur les façades de briques une lueur laiteuse que le silence semblait craindre de troubler. Il y avait dans cette attente une forme de suspension étrange, comme si Londres elle-même retenait son souffle.
Holmes ne parlait pas. Son regard restait rivé sur la fenêtre éclairée du bureau de Delacroix. À intervalles réguliers, il consultait sa montre, mais ne prenait aucune note. Je savais qu'il mesurait quelque chose d'invisible, la patience, l'audace, ou le désir d'un homme que nous n'avions pas encore vu. Je songeais alors à la scène que nous rejouions. Un manuscrit disparu, des savants au silence douteux, une lampe allumée pour raviver une faute ancienne. Le piège tendu n'était pas celui d'un policier. C'était une invitation faite à la conscience de se trahir elle-même. Et moi, dans cette immobilité feutrée, je sentais monter une inquiétude que je n'aurais su nommer, sinon par ce mot que l'on murmure trop tard, pressentiment. Il était près de 2 heures du matin lorsque Holmes leva légèrement la main, m'intimant le silence. Un craquement presque imperceptible, que seul un esprit aux aguets aurait relevé, venait de rompre l'immobilité de la nuit. Nous tendîmes l'oreille. Puis, lentement, presque respectueusement, une silhouette apparut à l'orée du jardin du professeur. Elle se glissa entre les haies, contourna les marches et s'accroupit près de la façade, tout près de la fenêtre restée illuminée. Je fus frappé par la précision de ses gestes, rien d'hâtif, rien d'improvisé. L'homme savait où il allait, ce qu'il cherchait. Il ne portait aucune lanterne, pas même une torche, mais semblait parfaitement orienté. Holmes, toujours immobile, me chuchota. Pas un voleur ordinaire. Observez, il ne fouille pas, il vérifie. La silhouette sortit alors une fine tige métallique qu'il introduisit dans la serrure de la fenêtre. Elle résista. Il recula d'un pas, leva les yeux vers la pièce éclairée, puis demeura figé, comme indécis. À ce moment précis, je crus percevoir un tremblement dans sa posture. Non de peur, mais d'hésitation morale. C'était l'instant fragile où l'intention bascule, où l'acte devient irréversible, où se dérobe. Holmes retint son souffle. Nous étions dans la dernière note d'une partition silencieuse. Un bruit sec, venu de l'autre côté de la rue, peut-être une pierre déplacée par un chat ou la chute d'une branche sous le vent, fendit brusquement l'air. La silhouette se redressa, en sursaut. En un éclair, elle disparut derrière le mur du jardin, puis s'éclipsa dans une ruelle latérale, sans se retourner. Aucune trace, aucune parole. Rien, sinon une vibration laissée dans l'air. Holmes se leva enfin. Il ne s'attendait pas à une lumière, ni à une serrure intacte. Il cherchait quelque chose qu'il avait jadis déposé, et qu'il espérait reprendre sans bruit. Nous descendîmes sans hâte vers le jardin. Le silence était revenu, mais pas la quiétude. En approchant de la fenêtre, Holmes s'accroupit soudain. Voilà ce que les pas trop rapides abandonnent toujours, Watson, des miettes de vérité. Et il tendit la main. Dans l'herbe humide, Holmes venait de ramasser un petit objet. Il le tint quelques secondes entre ses doigts, comme pour en évaluer le poids symbolique, avant d'en révéler la nature. Une montre, Watson, ou plutôt un aveu métallique. Je me penchai. Il s'agissait d'une montre de poche, au boîtier ancien, en acier finement ciselé, mais le verre était brisé, l'aiguille tordue. Holmes l'ouvrit avec délicatesse. À l'intérieur, gravées à l'or fin, 2 initiales apparurent, E.H. Je le regardai, surpris. Edwin Holcroft. Holmes hocha la tête. Il serait imprudent de conclure. Mais disons que le hasard ne signe pas si clairement ses œuvres. Il examina ensuite la chaîne cassée, dont le maillon supérieur était noirci, sans doute arraché dans un geste trop brusque. Il la tourna dans sa paume, puis la glissa dans sa poche. La montre s'est arrêtée, voyez-vous, mais non à cause du mécanisme. Elle a été heurtée, brutalement, et à un moment précis. Je vis alors dans ses yeux non de la satisfaction, mais une forme d'inquiétude intériorisée.
Lorsqu'un homme laisse tomber le temps, Watson, c'est souvent parce qu'il s'apprête à le déformer. Nous remontâmes lentement vers notre poste d'observation. Holmes, sans mot dire, posa la montre sur la table sombre. Je remarquai alors l'heure figée sur le cadran. 1h57. C'est donc à ce moment-là, dis-je, que tout s'est brisé. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il contempla le petit objet comme un témoin devenu muet, puis murmura, presque pour lui-même. « Le temps, Watson, n'arrête sa course que lorsqu'il trahit quelqu'un. » Et dans le silence qui suivit, je compris que cette montre, plus que l'intrus lui-même, venait d'ouvrir un pan du mystère. Il est des objets dont l'absence parle, mais d'autres, plus sournois encore, dont la présence même constitue une anomalie. Ce fut Holmes qui, en entrant à nouveau dans le bureau du professeur Delacroix, s'arrêta net devant le porte-manteau, apparemment anodin. Une veste y pendait, soigneusement accrochée, trop soigneusement, comme si l'on avait voulu qu'elle fût visible sans jamais être touchée. Holmes, du bout des doigts, palpa les doublures. Il remonta une couture légèrement boursouflée sur l'intérieur de la poche intérieure droite. Puis, dans un silence presque cérémoniel, il tira une petite enveloppe Kraft, repliée sur elle-même, solidement cousue dans la doublure. « C'est curieux, Watson. Une veste oubliée qui cache ce qu'elle ne veut pas transmettre. » Il posa le tout sur la table sans rien dire de plus, et je compris que l'objet qu'il venait d'exhumer n'était pas simplement un indice, mais un fil dont la pelote attendait encore d'être déroulée. L'enveloppe contenait un billet maritime, froissé mais intact, émis au nom d'Armand Delacroix. Le départ était daté de 3 semaines plus tôt, à destination d'Alexandrie via Marseille. Le nom du navire, le Cybèle, ne me disait rien, mais Holmes le nota immédiatement dans son carnet. Voici un détail, Watson, qui ne figurait pas dans le récit initial du professeur. Je demeurais interdit. Ce document seul, s'il était authentique, suggérait que Delacroix avait quitté Londres bien avant de signaler le vol, et peut-être même avant que le manuscrit n'ait réellement été perdu. Holmes examina le papier avec soin, s'attardant sur les pliures, le timbre du port, la date exacte. Le billet, taille, était utilisé. L'absence de coupon retour le confirme. Ce constat, énoncé sans emphase, suffisait pourtant à reconfigurer toute notre perception de l'affaire. La possibilité que le manuscrit eût quitté l'Angleterre avant la disparition signalée transformait l'enquête d'un crime en huis clos, en une trame de dissimulation internationale. Et surtout, elle introduisait, pour la première fois, un doute tangible sur la sincérité de celui que nous avions pris pour la victime. Holmes replongea la main dans la doublure de la veste et en extirpa un second document, une feuille repliée plusieurs fois, d'un papier ivoirin épaissi par le temps et la transpiration. Je reconnus aussitôt une lettre non postée. L'encre d'un brun foncé s'interrompait au milieu d'une phrase, comme si la main s'était figée. La lettre commençait sans en-tête. « Mon cher ami, je n'ai que peu de temps pour écrire. La décision que nous avons prise m'éloigne du repos, et je redoute que l'histoire elle-même ne se venge. » Elle se poursuivait par des allusions à une transaction, à un texte recomposé, à des fragments recombinés, selon la vision du monde, que nous espérions offrir, et enfin, une signature abrégée, R. Holmes relut le passage à voix basse. Cette lettre n'est pas celle d'un homme qui fuit, c'est celle d'un homme qui vacille. Je le regardai. Vous croyez que Delacroix aurait rédigé un faux? Holmes resta pensif. S'il ne l'a pas fait, il en a été le témoin, ou le complice moral. Cette lettre n'innocente personne, elle rend tout plus incertain. Le retour à Baker Street fut silencieux. À peine rentré,
Holmes se dirigea vers son bureau et, sans ôter son manteau, rédigea un télégramme bref mais précis qu'il me confia pour transmission urgente. Port de Marseille. Besoin confirmation embarquement. Armand Delacroix sur le Cybèle. Date exacte et destination. Réponse immédiate demandée. Sherlock Holmes. Il se redressa, les mains jointes, et fixa longuement l'ombre projetée par le lampadaire sur le tapis. Je reconnus ce calme tendu qui précédait, chez lui, les grandes reconstructions mentales. Un silence de verre avant le choc. S'il est parti, Watson, ce manuscrit a voyagé avec lui, et peut-être bien avant sa disparition officielle, dans ce cas. Il n'acheva pas sa phrase, mais je sentis qu'un point d'équilibre venait d'être rompu, et que l'affaire, jusque-là subtilement énigmatique, s'apprêtait à basculer dans un domaine plus sombre. Le lendemain matin, Holmes obtint un entretien privé avec Sir Edwin Holcroft, prétextant une précision supplémentaire sur les contenus du manuscrit. La rencontre, toutefois, n'eut rien d'anodin. « Vous êtes sûr, Sir Edwin, que le professeur n'a pas quitté Londres au cours du mois écoulé ?» L'ancien archéologue, déjà installé, marqua une hésitation à peine perceptible avant de répondre. « Absolument certain. Nous avons eu plusieurs échanges à la bibliothèque de l'Institut durant cette période. » Holmes incline légèrement la tête, comme s'il recevait une pièce dans un jeu dont il connaissait déjà l'issue. « Vous vous souvenez des dates exactes ? Disons, les 5, 11, peut-être le 14, mais je n'ai pas pris note. »« Aucun doute possible, donc, » reprit Holmes. Holcroft afficha un sourire forcé. « Aucun. » Nous quittâmes les lieux quelques minutes plus tard. Sur le trottoir, Holmes soupira. « Trop de certitude tue la vérité, Watson. » Un homme qui dit ignorer les détails tout en citant des dates précises a peut-être quelque chose à cacher. De retour à Baker Street, je remarquai chez Holmes une modification subtile de posture, de ton, de rythme. Il n'était plus question pour lui d'analyser autour de la victime, mais de tourner la loupe vers elle. Il resta longtemps assis, le billet pour Alexandrie d'une main, la lettre inachevée de l'autre. Enfin, il déclara « L'hypothèse que Delacroix soit le metteur en scène de son propre larcin ne peut plus être ignorée. » Je me redressai. Mais pourquoi simuler le vol d'un manuscrit qu'il aurait lui-même transporté hors d'Angleterre ? Holmes leva lentement les yeux. Parce qu'il a peut-être compris que le manuscrit, une fois authentifié, deviendrait une bombe ou une imposture impossible à justifier. Dans un cas comme dans l'autre, le faire disparaître publiquement le disculpait. Je demeurais songeur. La ligne entre victime et manipulateur s'amincissait, et la figure du professeur, jusque-là fragile et ébranlée, prenait une teinte plus opaque. Holmes, lui, ne semblait ni surpris, ni troublé. Il savait depuis longtemps que les coupables les plus redoutables sont ceux qui se présentent les premiers comme témoins. La fin d'après-midi tomba sur Londres comme un rideau de théâtre. Holmes, penché vers le feu de cheminée, rassembla ses pensées en quelques mots que je notais presque malgré moi. Si le manuscrit est déjà hors du pays, Watson, alors le vol n'était qu'un leurre, une mise en scène, un rideau pour cacher non le crime, mais sa préméditation. Je restais silencieux, car je comprenais. Ce que nous cherchions n'était peut-être pas un manuscrit perdu, mais la vérité même de sa prétendue existence. Et dans ce théâtre d'ombre, le professeur Delacroix n'était plus tout à fait une victime, mais peut-être l'auteur d'un récit aussi fabriqué que les évangiles qu'il prétendait détenir. Il est peu de lieux à Londres où le silence pèse avec plus de dignité qu'entre les murs du British Museum. Ce matin-là, Holmes et moi y retrouvâmes un homme dont le nom m'était jusque-là inconnu, mais dont la réputation, je l'appris aussitôt.
avait autrefois traversé les rives du Nil, avec le respect dû aux savants d'ancienne école. Neville Grant nous attendait dans la salle des antiquités orientales. Son visage, maigre et tiré, portait les traces d'un homme qui avait vu plus de sable que de chair humaine au cours de sa vie. Pourtant, sa poignée de main fut franche et directe, et son regard encore acéré. « Vous venez au nom d'Armand, je présume ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque lasse. Holmes répondit par une légère inclinaison du menton. Nous prîmes place sur un banc étroit, entre deux vitrines poussiéreuses, comme si les siècles eux-mêmes devaient assister à l'entretien. Grant joignit les mains et ajouta simplement « Alors, il est trop tard. » Ce fut avec une lenteur mesurée que Neville Grant nous livra ses confidences, non comme un dénonciateur, mais comme un homme qui n'attendait plus rien de la vérité. Il évoqua une communauté d'érudits discrets, installée à Alexandrie, vivant à la frontière mouvante entre recherche et récit, entre l'archéologie et le mythe. Le manuscrit du Caire, tel que Delacroix l'a décrit, n'est pas ancien. Ou plutôt, il est vieux de quelques années, tout au plus. Il marqua une pause, puis reprit, en se frottant les tempes. Il s'agit d'une composition moderne, conçue pour séduire les mécènes européens, et, je le crains, pour leur faire croire à une découverte bouleversante. Une belle fabrication, certes, des fragments authentiques, savamment recomposés, mais l'ensemble n'a jamais existé tel quel. Je l'écoutais, stupéfait, tandis qu'Holmes demeurait parfaitement immobile. Grant baissa les yeux. J'ai mis Delacroix en garde, il y a 2 ans. Il croyait pouvoir rétablir une vérité oubliée, mais il s'est laissé prendre à son propre récit. L'illusion devient plus forte que la source. C'est une loi connue des érudits désespérés. Holmes brisa enfin le silence. « Vous ne l'avez pas dénoncé ?» Grant secoua la tête. « Je n'étais pas venu pour juger un homme, mais pour observer une tragédie. » Le récit de Grant poursuivit sa lente descente vers ce que je devinais déjà, le portrait d'un homme que la science n'avait pas protégé contre la tentation. Delacroix, nous dit-il, avait connu autrefois une reconnaissance certaine, mais il s'était peu à peu isolé, devenu intransigeant, et, plus grave encore, financièrement vulnérable. Il n'avait plus de poste fixe. Son nom, jadis cité dans les revues savantes, ne paraissait plus que dans les lettres de réclamation. Il avait conservé son érudition, bien sûr, mais sans le cadre, sans l'institution, elle devenait un fardeau. Grant évoqua alors un voyage discret à Alexandrie, financé par un collectionneur privé. Là-bas, dans une bibliothèque privée, Delacroix aurait trouvé des fragments disparates, des extraits marginaux de textes coptes. À partir de là, l'idée d'un assemblage cohérent, d'une reconstruction probable, prit forme. Ce n'était pas un faussaire dans l'âme, mais il s'est dit, je crois, que si la vérité n'avait pas survécu, c'était à lui de la faire revivre. Il marqua un silence, puis ajouta, mais lorsqu'il comprit que le manuscrit allait être examiné, authentifié par d'autres mains, alors, je pense qu'il voulut le faire disparaître. Je crois que ce fut l'un des rares moments où je ne parvins pas à réprimer ma réaction. Je me levai brusquement, incapable de rester assis face à cette forme perverse de relativisme moral. Vous nous décrivez un homme noble qui aurait commis un mensonge au nom d'une vérité supérieure. N'est-ce pas là une justification commode ? Grant ne répondit pas. Holmes, lui, restait appuyé contre le dossier du banc, les doigts entrelacés sous le menton, les yeux fixés sur une vitrine contenant un fragment de papyrus rongé par le temps. Il ne dit rien, il ne hocha pas la tête, mais je le connaissais trop bien pour ne pas comprendre qu'il pesait
en silence, les failles humaines plus que les faits. Enfin, il se leva à son tour. « Merci, monsieur Grant. Vos paroles ne seront pas perdues. » Et il ajouta, comme pour lui-même, car ce sont parfois les mots non publiés qui pèsent le plus lourd dans les bibliothèques du doute. Nous quittâmes le musée en silence. Ce n'est qu'une fois de retour à notre logis que Holmes parla à nouveau, d'une voix basse, presque détachée. « Supposez ceci, Watson. Un homme crée un manuscrit composite, non pas pour tromper, mais pour convaincre. Il y croit, ou veut croire. Il le montre à quelques confrères, attend leur soutien, mais se heurte à leur scepticisme. Il comprend alors que son œuvre, qu'il tient pour inspirée, va être réduite à un montage frauduleux. » Je hochai lentement la tête. Il organise donc la disparition du manuscrit. Pas pour fuir la vérité, mais pour éviter sa démystification. Je demeurai silencieux. Holmes poursuivit. Il met en scène un vol, dans un lieu clos, sans effraction. Il nomme des témoins, mais ne les accuse pas. Il crée un mystère qu'aucun tribunal ne pourra trancher, car il ne veut pas être disculpé. Il veut être oublié. Il s'interrompit, son regard fixé sur la rue. L'effacement est une forme de pénitence que seule la mise en scène peut rendre acceptable aux yeux du monde. Et je compris alors que l'affaire s'éloignait des sphères du crime ordinaire. Elle entrait dans le domaine instable et vertigineux des vérités fabriquées pour survivre à l'oubli. Tard dans la soirée, alors que les flammes du foyer projetaient des reflets vacillants sur les murs, Holmes demeura pensif, ses coudes posés sur les accoudoirs du fauteuil, les doigts joints en prière silencieuse. Je m'abstins de toute question. Je sentais que la réflexion à l'œuvre en lui n'était pas de nature logique, mais morale. Il est des vérités que l'histoire ne souhaite pas entendre, Watson, dit-il enfin, et des hommes qui, pour les faire entendre, travestissent leur forme au point de les rendre suspectes. Je ne répondis pas. Le problème, voyez-vous, n'est pas le mensonge, c'est l'intention qui le porte. Un faussaire par intérêt est un criminel, mais un faussaire par désespoir est une énigme. Il soupira, se leva et alla poser une bûche sur le feu. Le manuscrit n'est peut-être rien, mais ce qu'il représentait pour Delacroix, voilà ce qui mérite d'être compris. Et je compris, moi aussi, que nous n'étions plus en train d'examiner une fraude, mais une foi brisée sous le poids du besoin d'être cru. La nuit avançait. Holmes demeurait assis, le regard perdu dans les braises, les épaules légèrement voûtées, non par la fatigue, mais par une gravité muette. Je le regardai longuement, puis lui posai la seule question qui me venait. « Le croyez-vous coupable, Holmes ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un murmure, « Je ne crois pas que Delacroix soit un homme mauvais, seulement un homme acculé. » Il se tut de nouveau, puis après un silence plus lourd que les mots. « Et parfois, Watson, ceux qui tombent ne sont pas ceux qui ont fauté, mais ceux qui ont trop espéré. » Ce soir-là, je compris que Holmes, plus que tout autre, savait reconnaître les crimes du cœur, et qu'il les jugeait avec plus de tristesse que de sévérité. C'est un appel pressant, reçu peu après le déjeuner, qui nous contraignit à quitter Baker Street à la hâte. La voix de l'intermédiaire était troublée, précipitée, presque éteinte. Quelque chose s'est produit chez le professeur, un cri, du désordre, venez vite. Lorsque nous arrivâmes à Hampstead, une atmosphère de panique feutrée régnait dans la demeure. La porte du bureau de Delacroix était grande ouverte. Mademoiselle Morel gisait au sol, les traits tendus, les yeux clos, un bras replié contre la poitrine, comme si elle avait tenté de se protéger.
Le coffre-fort du professeur, pourtant si précautionneusement fermé la veille, bâillait à présent, vide. Des documents gisaient au sol, certains froissés, d'autres piétinés. Holmes s'agenouilla sans un mot, observant le corps avec une attention douce et méthodique, presque détachée. Aucune trace de blessure, évanouissement volontaire, peut-être, ou provoqué par le choc. Je hochai la tête, perplexe. Il y avait dans cette scène un trouble qui dépassait la simple effraction. Quelque chose sonnait faux, comme un passage mal joué dans une pièce bien trop écrite pour être vraie. Mademoiselle Morel reprit connaissance lentement, comme si sa conscience avait été suspendue dans une mise en scène, plus que dans un évanouissement réel. À peine eut-elle ouvert les yeux, qu'elle se redressa, tremblante, et balbutia quelques mots, le regard perdu entre les murs. « C'est lui, Sir Alcroft, il est entré. Il m'a poussé, j'ai crié, je ne sais plus. » Holmes ne dit rien. Il se contenta de la fixer, puis détourna les yeux vers le coffre ouvert. Je fus frappé par le ton de la jeune femme. Les mots y étaient, la syntaxe aussi, mais l'émotion semblait en retrait, comme si elle récitait un texte appris sans que le cœur y fût mêlé. Holmes, d'une voix presque absente, prononça. Curieux, comme une mémoire défaillante, peut parfois choisir ses pronoms avec une précision chirurgicale. Quelques minutes plus tard, comme pour répondre à une énigme posée trop tôt, l'inspecteur Lestrade entra dans la pièce, visiblement surpris de l'agitation. « Je viens vous prévenir, Holmes. Holcroft a été aperçu à Scotland Yard il y a 1 heure à peine. Il est venu consulter un vieil extrait de dépôt de fouille. » Le regard de Holmes se posa sur mademoiselle Morel, qui, pâle, se referma sur elle-même, comme une fleur coupée trop tôt. Je notai alors une crispation dans sa mâchoire, une raideur qu'aucun choc véritable n'aurait laissée si intacte. Lestrade, sans comprendre encore la portée de ces mots, ajouta. Il a quitté les lieux à 15 heures précises. Or l'horloge du bureau indiquait 3h40. L'agression présumée s'était produite pendant qu'Alcroft se trouvait à l'opposé de la ville. Un soupçon devint, en cet instant, certitude silencieuse. Tandis que l'agitation redescendait, Holmes entreprit d'examiner le bureau avec sa précision coutumière. Il s'arrêta derrière une commode légèrement déplacée, s'accroupit et fit glisser du bout des doigts une feuille soigneusement dissimulée, mais non collée, au sol. Une page intacte, oubliée? Non, placée. Je m'approchai et reconnus aussitôt le style du manuscrit copte dont il avait tant été question. Mais celui-ci, à la différence des fragments effrités retrouvés précédemment, semblait d'une fraîcheur troublante. Le papier avait conservé son lustre, et l'encre, d'un brun parfaitement uniforme, ne trahissait aucune altération du temps. « Vous voyez, Watson » murmura Holmes. « Ce texte n'a pas vieilli comme les autres. Il respire l'imitation récente. » Je regardais à mon tour, troublé. Ce document n'avait pas glissé derrière le meuble par hasard. Il avait été placé là, comme une vérité que l'on souhaite découvrir, sans en porter la responsabilité. Holmes prit la page entre ses doigts gantés, la tourna lentement, puis l'approcha du feu, sans l'y exposer. Il observe la transparence du papier, l'épaisseur de l'encre, la régularité des lignes. Ce n'est pas la même main. Il prononça ces mots avec une assurance glaciale, comme on énonce une trahison intime. Je m'avançai, incertain. L'écriture semble identique. À l'œil, oui, mais voyez ici, Watson, la courbure du Beth, le décalage du Daletz, la régularité artificielle des espacements. Cela n'est pas le fruit d'une main savante, mais d'une main prudente. Il fit une pause, puis ajouta. Celui qui a écrit ceci n'a pas copié un texte.
Il a copié un style. Je demeurais frappé. Cette feuille n'était donc pas une relique oubliée, mais une insertion, une greffe maladroite sur un corps déjà factice. Une tentative de réparer un mensonge par un autre. Soufflai-je. Holmes ne répondit pas. Mais dans son regard, je perçus la fatigue subtile de celui qui voit un échafaudage entier d'illusions s'effondrer et découvrir en dessous non la vérité, mais un abîme plus silencieux encore. Holmes posa lentement la feuille sur le bureau, la lissa d'un geste presque tendre, puis se redressa. Il resta un moment silencieux, le regard perdu vers la fenêtre, comme si l'obscurité londonienne pouvait offrir une réponse que la pièce refusait. Puis il me dit, sans détourner les yeux, « Lorsqu'une vérité dérange, Watson, on tente parfois de l'écrire soi-même. Mais l'encre de l'imposture ne tient pas sur le parchemin du passé, elle s'efface, ou bien elle éclate. » Il me sembla alors que cette affaire, si minutieusement tissée, ne révélait pas seulement un crime ou une fraude, mais le besoin désespéré d'un sens, même factice, un besoin que certains poursuivent au prix de leur honneur, et d'autres au prix de leur lucidité. Et je compris, une fois encore, que l'intelligence de Holmes ne résidait pas seulement dans sa logique, mais dans sa capacité à voir, au cœur même du mensonge, la tragédie qu'il dissimulait. C'est au matin du 13 novembre, alors que Londres s'étirait sous un manteau de brume sourde, qu'un petit événement vint rompre notre routine silencieuse à Baker Street. Mrs. Hudson frappa 2 fois et déposa sur la table un paquet sans nom, sans adresse d'expéditeur, ficelé avec un soin presque cérémonial. Holmes, que je savais d'humeur méditative depuis plusieurs jours, se leva sans un mot, saisit son canif et fendit lentement le papier. Il demeura un moment figé, comme si la logique même s'était trouvée prise de court. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un linge de lin, reposait le manuscrit du Caire. Intact, Watson, comme un enfant rendu à sa mère, trop propre, trop silencieux. Je demeurai interdit. Rien n'annonçait ce retour, ni mot, ni menace, ni gloire. Ce manuscrit, dont tant de passion s'étaient nourries, revenait sans témoin, comme une faute qu'on n'ose avouer qu'à voix basse. Holmes replaça le couvercle sur la boîte. La vérité, mon cher ami, vient parfois frapper à la porte, mais elle ne laisse pas toujours de carte. L'après-midi même, nous nous retrouvâmes dans le salon de Baker Street, le feu crépitant à nos pieds, tandis que Holmes, d'une voix calme et égale, lisait à haute voix des extraits choisis du manuscrit. L'intonation était neutre, presque scolaire, mais chaque mot semblait peser, comme s'il portait une charge invisible. Je notais d'abord la beauté du texte, la langue fluide, les références précises, le rythme délicat de l'arabe ancien, transcrit dans un anglais ciselé. Puis, subrepticement, quelque chose grésilla dans le flux, une rupture, infime, mais tangible. Reprenez ce passage, Holmes, je vous prie. Il obéit, et cette fois, l'anomalie devint plus claire. La syntaxe se raidissait. Les images perdaient leur souffle. Le style, si harmonieux jusque-là, devenait raide, imitatif. Holmes s'interrompit. Le manuscrit a changé de main, Watson. Pas physiquement, non, mais littérairement. Il posa le feuillet sur ses genoux, croisa les doigts, et ajouta d'un ton bas. Une œuvre véritable ne se laisse pas continuer par un autre sans protester. Celle-ci vient de gémir. Holmes, sans mot dire, se leva, saisit sa loupe et s'installa sous la lumière pâle filtrant à travers la fenêtre. Je l'observais en silence, tandis qu'il examinait attentivement les pages une à une, scrutant non le contenu, mais la matière. Après un moment,
Il désigna 3 feuilles distinctes. Celle-ci, Watson. Elle ne chante pas la même chanson. Il plaça la loupe entre mes mains. Je m'exécutais, sans trop savoir ce que je cherchais. Mais à la faveur de l'angle, un détail me frappa. L'encre semblait plus vive, plus brillante. Une humidité résiduelle, presque imperceptible, trahissait une fraîcheur incongrue. Le papier est ancien, certes, mais l'encre, non. Elle n'a pas traversé le même temps. Holmes hocha lentement la tête. Le faussaire n'a pas tout réécrit. Il a simplement corrigé, remplacé, glissé quelques vérités nouvelles au sein du mensonge d'origine, comme on glisse des herbes sèches dans une soupe pour en altérer le goût. Je me redressai. Mais pourquoi ce raffinement? Holmes esquissa un sourire pâle. Parce qu'un faux, Watson, est parfois plus exigeant que l'original. Il ne pardonne pas l'imperfection. 2 jours plus tard, nous fûmes conviés à nouveau chez le professeur Delacroix, mais cette fois à l'initiative de Holmes. Une invitation polie, vague, presque mondaine, avait été adressée aux figures clés de l'affaire. Sir Alcroft, Lestrade, le docteur Pike et mademoiselle Lucienne Morel. Tous étaient présents, debout, disposés en un cercle discret, comme autour d'un silence qu'aucun n'osait rompre. Holmes demeura un moment debout, les mains dans le dos, regardant non ses hôtes, mais le manuscrit posé sur le guéridon central. Lorsqu'il parla enfin, ce fut d'un ton égal, clair, sans intonation ni animosité. « Je vous remercie d'être venu. Ce manuscrit, vous le reconnaissez? Il a disparu. Il est revenu. Et entre ces 2 états, quelque chose en lui s'est transformé. » Il marqua une pause. 3 pages ont été ajoutées. 3 pages dont l'encre trahit une main nouvelle et dont le style contredit la logique du texte. Un frémissement parcourut l'assemblée. Holmes poursuivit, implacable. L'agression fut une diversion. Le vol, une mise en scène. Et le retour du manuscrit, un aveu, mais un aveu trop savant pour être innocent. Puis, se tournant lentement vers la jeune femme, immobile près de la fenêtre, il conclut simplement. Tout acte qui se cache trop bien finit par apparaître sous la lumière qu'il voulait fuir. Holmes reprit la parole, cette fois plus lentement, comme s'il déroulait un fil jusqu'ici trop tendu. Le professeur Delacroix, en réalité, n'a jamais été victime. Le manuscrit n'était pas à lui, car il n'a jamais existé comme tel. Il était l'assemblage patient d'extraits divers, dont certains authentiques, d'autres retouchés. Un souffle passa dans la pièce. Pike voulut intervenir, mais Holmes leva un doigt. Le vol, orchestré pour brouiller les pistes, l'agression de mademoiselle Morel, un leurre pour détourner la suspicion. Chaque élément de ce drame servait un but unique. Effacer les traces d'un mensonge devenu trop lourd à porter. Il s'approcha du manuscrit. Voici un objet conçu pour séduire les mécènes, impressionner les pairs, sauver une réputation. Mais comme toute œuvre fabriquée avec trop d'ardeur, il est devenu encombrant, trop parfait, trop fragile. Il se retourna vers Lestrade. Ce n'est pas la police qui aurait pu le démasquer, mais l'inconsistance même de son histoire. Puis enfin, il se tourna vers Lucienne Morel. Et lorsque tout s'effondrait, il fallut une dernière main pour le réécrire, ou du moins tenter de le sauver. Une main pressée, une main qu'on croyait invisible. Lucienne ne bougea pas immédiatement, mais je vis ses épaules se raidir, comme sous le poids d'une vérité qu'elle savait inéluctable. Holmes, fidèle à sa manière, ne haussa ni le ton ni le regard. Il parlait comme on lit une phrase déjà écrite. « Ce récit, mademoiselle, c'est vous qui l'avez écrit. » Elle ne nia pas. Elle ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux. «
Vous avez voulu protéger un homme, ou une idée, ou peut-être vous-même. Le manuscrit n'était plus une preuve. Il était devenu une confession dont vous teniez la plume. Elle ouvrit enfin les lèvres, mais aucun mot ne vint. Holmes ajouta, presque doucement, « L'histoire est un théâtre où certains jouent pour survivre, d'autres pour convaincre. Vous avez écrit pour retarder la chute du rideau. » Et dans le silence qui suivit, je compris qu'aucun verdict ne serait prononcé ce soir-là. Car certains crimes, dans l'univers de Holmes, ne cherchent pas à être punis, mais simplement à être compris. Il est des silences qui ne précèdent ni l'orage ni le pardon. Celui qui suivit les mots de Holmes fut de ceux-là. Un silence comme suspendu entre deux battements de cœur, où chaque regard évite l'autre, non par pudeur, mais par effroi. Lucienne Morel demeurait droite, figée, les traits sculptés dans une immobilité presque délibérée. Sir Alcroft, le front bas, paraissait s'interroger plus sur le sens du mot « complicité » que sur sa propre réputation. Pike triturait nerveusement sa montre. Lestrade ne prenait pas même de notes. C'était dire combien la scène échappait à la logique policière. Quant à Holmes, il n'ajouta rien. Il observait, écoutait les silences, comme s'il formait une phrase encore plus éloquente que celle qu'il venait de prononcer. Je me surpris à retenir mon souffle, à attendre. Quoi exactement? Un effondrement? Un cri? Une négation farouche? Rien ne vint. Puis enfin, très doucement, comme si elle dictait une vérité longtemps murmurée à elle seule, Mademoiselle Morel ouvrit les lèvres. Et ce qui sortit de sa bouche n'était ni une défense, ni une esquive, mais le poids calme d'une confession attendue. « Oui, dit-elle, c'est moi. J'ai écrit ces pages. » Pas un tremblement dans sa voix, pas de plainte. Elle n'était ni victime, ni coupable, seulement une femme droite dans sa détermination, étrange dans sa sérénité. Le texte était déjà faux, comprenez-vous, falsifié depuis sa conception. Mais il portait en lui une vérité plus haute, un idéal, un message que Delacroix lui-même avait perdu de vue. Elle parlait comme un professeur devant ses élèves, non pour convaincre mais pour transmettre. Alors j'ai complété ce qu'il n'avait pas osé finir, non pour tromper, mais pour restaurer. Il ne s'agissait pas de manipuler l'histoire, mais de l'élever. Je ressentis une gêne obscure en l'écoutant, non à cause de ses mots, mais de la conviction tranquille qui les portait. Elle ne demandait pas à être pardonnée. Elle estimait, au fond, avoir rendu justice. Holmes ne dit rien. Il hochait à peine la tête, comme un homme qui voit l'argument prendre forme, mais n'en goûte ni la saveur, ni le fondement. Et moi, dans le coin de ce salon ébranlé, je me demandais où finit l'intégrité d'une femme et où commence son illusion. Le professeur Delacroix, poursuivit-elle, savait. Il avait compris que l'œuvre était bancale, que le mensonge avait grandi au-delà de ses mains. Il en souffrait. Elle marqua une pause, et dans cette suspension, je crus percevoir pour la première fois un frémissement dans sa voix. Il voulait tout dire, tout rendre public, abandonner la fiction, déchirer le manuscrit, écrire une lettre de renoncement. Il parlait de réparer la science, de se libérer. Ses yeux se perdirent un instant, non dans la honte, mais dans une douleur ancienne et contenue. C'est là que je l'ai trahi. J'ai cru qu'il se trompait une seconde fois, qu'il sacrifiait l'essentiel au nom d'une pureté abstraite. Moi, je voulais sauver ce que ce manuscrit disait de noble, non ce qu'il contenait. Je vis Holmes légèrement pencher la tête, presque imperceptiblement. Il venait d'entendre l'aveu véritable, non celui d'un crime, mais d'un choix, celui de préserver le mensonge qui avait du sens, plutôt que la vérité qui n'avait plus de forme. Et je me souvins d'un mot que Holmes m'avait un jour glissé. « Le danger n'est pas dans ce qu'on cache, Watson.
Il est dans ce qu'on choisit de croire. Lorsqu'il m'a dit qu'il allait vous appeler, poursuivit-elle, j'ai compris que le temps m'était compté. Alors, j'ai agi. Il n'y avait ni fierté ni remords dans son ton. Seulement une lucidité glacée, presque mécanique. J'ai simulé le cambriolage, j'ai renversé les objets, ouvert le coffre, dissimulé les pages les plus suspectes, j'ai même feint l'agression. Elle détourna brièvement les yeux, non par honte, mais peut-être par fatigue. Je savais que la police chercherait un coupable. Alors j'en ai fabriqué un. Sir Alcroft. Il avait la prestance, la brutalité supposée, le passif avec Delacroix. Elle soupira. Je n'ai pas prévu que l'alibi serait solide, ni que le manuscrit, en disparaissant, attirerait encore plus d'attention. J'ai cru qu'en gagnant du temps, je pourrais réécrire une version plus recevable. Je regardais Holmes. Il fixait la jeune femme, non comme un juge, mais comme un horloger qui voit le mécanisme tourner à rebours. « Vous avez écrit, » murmura-t-il, pour retarder l'inévitable. Mais le silence finit toujours par sonner l'heure. Et au fond de moi, je pressentis que cette heure venait de commencer. Il m'a regardé un soir, d'un regard que je n'oublierai jamais, ni colère, ni dépit, juste une immense tristesse. Il avait compris, je crois, que j'avais franchi le seuil. Elle parlait plus bas maintenant, moins pour nous, plus pour elle-même. Il n'a rien dit, pas un reproche, pas une menace. Il a simplement fermé la porte de son bureau, et cette nuit-là, il a écrit une lettre. Elle sortit un feuillet de sa poche, jauni, plié en 3. Holmes le prit sans un mot, le lut lentement et me le tendit. Une écriture ferme, posée, sans hâte. Delacroix y reconnaissait ses erreurs, parlait de mensonges, devenus vérité par accoutumance, demandait que l'on fasse venir un esprit froid, logique, incorruptible, un Holmes. Je repliai la lettre. « C'est lui, reprit Lucienne, qui vous a envoyé le manuscrit, sans me prévenir. Il voulait que la vérité sorte, mais pas de sa bouche. Il n'en avait plus la force. Il a espéré que vous la libéreriez à sa place. » Holmes hocha lentement la tête. « Et c'est ce que nous avons fait, mademoiselle, non pour vous accabler, mais pour que ce qui est écrit ne soit plus travesti. » La nuit était tombée, lorsque le dernier mot fut prononcé. Aucun verdict, aucune décision n'avait été formulée. Lestrade avait rangé son carnet. Pike fixait le parquet. Et Sir Alcroft, muré dans un silence digne, n'avait même pas demandé réparation. Je demeurai seul avec Holmes dans le salon désert. Sur la table, à côté du manuscrit désormais refermé, reposait la vieille montre de Delacroix, brisée depuis longtemps, que Holmes avait rapportée d'une précédente visite. Il la contempla longuement, sans la toucher. Puis, comme à lui-même, il murmura « L'histoire n'est qu'un manuscrit que chacun tente de réécrire. » Je ne répondis pas. Ce n'était pas une question. Holmes se leva, alla jusqu'à la cheminée et y plaça la montre dans un geste lent, presque cérémoniel. Le mécanisme était immobile, irrémédiablement figé. Mais quelque chose, dans le calme de cette mise en scène, disait que le temps, tout comme la vérité, finirait toujours par reprendre sa course. Et moi, tandis que le feu crépitait doucement, je me surpris à penser, peut-être est-ce là ce que Holmes cherche depuis toujours, non à élucider des crimes, mais à empêcher que l'on abîme ce qui doit être transmis. Certaines soirées à Baker Street possèdent ce parfum de silence qu'aucun mot ne trouble, ce velours d'oubli que seul le temps ose effleurer. Celle-ci, en particulier, paraissait d'une quiétude presque irréelle, comme si la ville elle-même, lasse de ses drames et de ses désordres, avait consenti à un répit. Le feu,
fidèle compagnon des méditations de Holmes, lançait de discrets crépitements, et la lumière tamisée projetait sur les murs les ombres allongées de nos pensées. Mon journal reposait, fermé, à portée de main, mais je n'avais ni l'envie ni le courage de le rouvrir sur les pages troublées des jours passés. Holmes, vêtu de sa robe de chambre, demeurait dans ce demi-silence qui lui était propre, un silence qui n'était ni absence ni repli, mais une tension contenue, presque méthodique, comme s'il attendait encore la dernière pièce d'un puzzle qu'il savait ne jamais tomber du ciel. Et moi, confortablement installé dans mon fauteuil, je me laissais bercer par l'idée, illusoire peut-être, que l'affaire était désormais close, et que le tumulte moral dont elle était porteuse s'était dissipé avec le vent froid qui battait doucement aux vitres. Mais le silence, lorsqu'il dure, finit par susciter moins la paix que l'interrogation. Et ce soir-là, malgré le confort apparent de notre retraite, quelque chose en moi résistait à l'apaisement. Je pensais à Lucienne Morel, non à ses actes, que les faits avaient mis à nu, mais à son visage, à cette étrange sérénité qu'elle conserva jusqu'au bout, comme si, au-delà toute faute, elle s'était sentie justifiée. Que vaut une vérité que l'on force, et que vaut une justice que l'on simule, fût-ce pour une cause que l'on croit juste? L'histoire, me disais-je, n'est pas un tribunal. Elle est mémoire, nuance, hésitation. Et ce que nous appelons parfois mensonge, n'est-il pas, à d'autres yeux, une forme d'espérance? J'avais appris auprès de Holmes à me méfier des émotions. Mais ce soir, la logique ne suffisait pas. Il me semblait que cette affaire ne trouvait pas sa juste place dans l'ordre des choses. Elle appartenait à cette zone floue que ni les lois ni la morale ne savent trancher. Et je compris que ce n'était pas l'affaire que je n'arrivais pas à clore, mais le regard que je portais sur elle. Un regard que la vérité nue ne parvenait pas à satisfaire. Je me tournai alors vers Holmes, dont le profil découpé par la lueur du feu restait immobile, presque sculptural. « Holmes, dis-je doucement, il y a une chose que je n'arrive pas à décider. » Il ne bougea pas, mais j'eus le sentiment que mes paroles l'atteignaient avec la précision d'une aiguille. Et si Lucienne Morel avait sincèrement cru faire le bien, non pour elle, mais pour ce qu'elle considérait comme une cause supérieure? Il ne répondit pas. Une falsification peut-elle éclairer, Holmes? Je veux dire, peut-elle révéler ce que la vérité historique, dans sa sécheresse, passe sous silence? Je m'entendis poser cette question avec un malaise certain, presque honteux. Moi, l'homme de science, le chroniqueur du raisonnement froid, en était venu à douter de la suprématie des faits. Holmes demeura figé, les mains croisées devant lui, les yeux perdus dans les flammes. Et dans ce silence suspendu, je perçus que ma question n'était pas technique ni rhétorique. Elle touchait au cœur même de ce que nous étions venus chercher. Non une preuve, mais un sens. Car il arrive que l'enquête résolve le mystère, sans pour autant résoudre l'énigme humaine. Le feu crépitait doucement, comme si lui seul osait répondre. Holmes, toujours immobile, laissa passer de longues minutes sans dire un mot. Puis, sans me regarder, il parla, très bas. Une erreur noble n'en devient pas moins une erreur, Watson. Mais elle laisse parfois une empreinte plus durable qu'une vérité fade. Je crus percevoir, dans le timbre de sa voix, une infime inflexion, non de doute, mais de mélancolie. Il y a des mensonges qui éclairent, comme il y a des vérités qui blessent. Ce n'est pas à moi d'en juger, mais je note ceci. Ce que Lucienne a tenté d'écrire avec ferveur, Delacroix l'a effacé avec remords. C'est là, peut-être, que réside la vérité, dans ce va-et-vient entre la passion et la conscience. Il se tut de nouveau. Puis, après un silence
encore plus long, ajouta, presque en aparté. Mais le parchemin du monde est déjà saturé d'écriture. Ce que l'on y ajoute, fût-ce en bonne foi, doit se faire avec une main légère. Et je compris que, pour Holmes, la vérité n'était pas un absolu. C'était un équilibre précaire entre la lucidité et l'humilité, un art plus qu'une science. Je me levai pour attiser le feu, plus par besoin de mouvement que par nécessité réelle. C'est alors que mon regard se posa sur la montre de Delacroix, reposant sur le manteau de la cheminée. Elle ne m'était pas familière ainsi. Je me souvenais de son tic-tac brisé, de ses aiguilles figées à l'heure du silence. Mais à présent, elle battait de nouveau, régulièrement, calmement, comme si le temps, lui aussi, avait été remis en ordre. Je la pris, l'observai un instant. Aucun bijoutier ne l'avait réparée, j'en étais certain. C'était l'un de ces gestes discrets dont Holmes était capable, sans jamais s'en vanter. « Elle fonctionne », dis-je simplement. Holmes hocha la tête. Le mécanisme Watson n'était pas mort. Il était juste contrarié. Il fallait un regard neuf et une main patiente. Je compris alors que cette montre n'était pas seulement un objet. C'était un symbole de l'homme qu'était Delacroix, de l'erreur qu'il avait laissé faire et du temps qu'il avait tenté, en vain, de suspendre. Et peut-être, aussi, du pardon, non comme oubli, mais comme mise en marche de ce qui semblait perdu. Holmes tendit la main. Je lui remis la montre. Il l'écouta battre longuement. Puis, il sourit. Il reste de cette affaire moins une certitude qu'un frisson, celui que laisse une vérité effleurée sans être saisie. Certains mensonges, lorsqu'ils sont tissés de foi et de silence, semblent battre au même rythme que les choses sincères. Et parfois, dans la clarté d'un esprit comme celui de Holmes, je perçois une ombre, non pas d'erreur, mais de compassion. Et vous, croyez-vous que Lucienne Morel ait trahi la vérité, ou l'ait, au contraire, sauvée à sa manière? Dites-le-moi en commentaire. Si cette enquête vous a ému, intrigué ou troublé, je vous invite à partager vos pensées, à soutenir ce récit d'un simple geste et à rester à l'écoute, car d'autres mystères, tout aussi fragiles et humains, attendent encore d'être révélés.